Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus sur RTI 1 au sommaire de ce journal. Le président Alassane Ouattara a pris part hier jeudi 11 novembre à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, un événement international consacré cette année à la réduction des fractures mondiales, à la santé et au numérique. Awa Touré nous fera le point en tout début de journal. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, le ministère de la promotion de la jeunesse et le consortium de la grande distribution en Côte d'Ivoire décident de se rapprocher et de mutualiser leurs efforts pour une plus grande insertion des jeunes. Ils viennent de signer un protocole d'accord de partenariat. Les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné hier dans une déclaration conjointe une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne. Ils accusent la Biélorussie d'envoyer des migrants à la frontière pour déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. On démarre cette édition avec le Forum mondial de Paris pour la paix dans la capitale française. Un forum auquel a pris part le président Alassane Ouattara. C'est la 4e édition de cette conférence internationale qui va rassembler jusqu'à demain samedi plusieurs chefs d'État, des représentants de la société civile et des dirigeants d'entreprises du monde entier. Cette année, ce forum se tient autour des questions de santé, de climat et du numérique. Les détails avec Awa Touré. Le Forum de Paris sur la paix est un événement annuel portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme qui a pour thème cette année la réduction des fractures mondiales. Plusieurs chefs d'État, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, participent à ce forum dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 11 novembre 2021 par le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Il s'agit de fournir une plateforme où se rencontrent les États, mais aussi les autres acteurs, sur des sujets tels que le climat, la santé, l'économie sociale et les questions liées au numérique. Tous ces chemins, toutes ces actions que nous avons à conduire n'existent que dans la coopération internationale. Elles n'existent que par des partenariats nouveaux et une volonté d'être efficaces. Mais tout cela est aujourd'hui éminemment fragilisé par de nouvelles crises, de nouveaux bouleversements. Tout cela est aujourd'hui bousculé par de nouvelles fractures sécuritaires et géopolitiques qui sont en train de s'installer. Il nous faut maintenant adopter ces méthodes du multilatéralisme efficace pour relancer un agenda de contrôle des armements, de coopération entre les grandes puissances et de lutte contre la désorganisation du monde. Créé en 2018 à l'initiative de la France, le Forum de Paris sur la paix vise à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris en vue de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance. Et justement, lundi prochain, 15 novembre, on célébrera la paix ici en Côte d'Ivoire. Vivre en paix, vous le savez, c'est accepter les différences, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit d'harmonie. Alors, osons la paix. C'est le message lancé par les autorités à l'occasion des réflexions scientifiques et les conférences inaugurales qui ont eu lieu à Yamoussoukro en prélude à la journée prévue lundi. Depuis la capitale politique, le compte-rendu de Sidonie Davila. Œuvrer pour la paix définitive en Côte d'Ivoire, un souhait pour les populations ivoiriennes, mais une exigence pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le ministère a choisi Yamoussoukro, ville symbole, ville du père fondateur, pour les festivités de la 25e journée de la paix, un choix qui fait la fierté des premières autorités de la ville. Le thème choisi cette année pour l'organisation de cette journée est d'une actualité particulière. Et je cite, « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Ce thème appelle l'implication de toutes celles et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de continuer sur le chemin de la stabilité et de la paix. Le PNUD, fortement engagé aux côtés des autorités et des acteurs nationaux, a investi près de 3 milliards de francs CFA pour accompagner le gouvernement afin de renforcer l'effort de paix. Au-delà des discours et des symboles qui vont la marquer,
Le peuple de Côte d'Ivoire, ses autorités et l'ensemble des partenaires devraient marquer le pas pour faire un bilan sans complaisance et une profonde introspection sur la qualité de l'engagement individuel et collectif pour soutenir les efforts de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. La mise en place du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, un tournant majeur dans la consolidation de la paix dans le pays. Le ministre Kouadio Konan-Bertin met en lumière la vision et les actions concrètes du président de la République. Osons donc la paix. Il est temps d'écrire pour notre nation une nouvelle et glorieuse page, effaçant de notre vie commune ce qui nous a tant divisés et tant fait de mal. Voilà près de 11 mois que je suis nommé ministre de la Réconciliation nationale par son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je peux ici témoigner de sa volonté inébranlable de promouvoir la paix. En toutes circonstances, il fait le choix de ce qui nous rassemble et combat ce qui nous divise. Le président de la République a la paix au cœur et à l'esprit. Il est l'architecte de cette réconciliation nationale. Les conférences inaugurales prononcées par la secrétaire générale du médiateur de la République et le président du SESEC, Eugène Aka Awele, ont marqué l'ouverture des festivités de la Journée de la paix, une fête qui a lieu chaque 15 novembre depuis 1996 en Côte d'Ivoire. Et on le sait, la paix, elle produit, la guerre, elle détruit. De retour à Abidjan, rendons-nous à la primature au plateau. Patrick Hachi y a reçu la directrice régionale Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale. Marie-Evelyne Petrus-Barry est allée indiquer au Premier ministre le souhait de son institution d'ouvrir très prochainement son bureau régional en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. La Fédération internationale pour la planification familiale veut ouvrir ses bureaux en Côte d'Ivoire. Mercredi, sa directrice régionale l'a indiqué à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. L'objectif de notre visite en Côte d'Ivoire est de pouvoir ouvrir un bureau sous-régional en Côte d'Ivoire pour travailler en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de manière beaucoup plus approfondie sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes et sur le planning familial. Monsieur le Premier ministre nous a assuré de sa volonté de travailler avec nous et en toute humilité, il nous a indiqué qu'on pourrait travailler avec lui et toute son équipe pour avancer dans les domaines d'intervention qui sont les nôtres. La problématique de l'éducation sexuelle des populations reste à ce jour un sujet important engageant l'action de l'État. Un adolescent sur 4 aura des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans en Côte d'Ivoire. Des rapports souvent multiples, sans utilisation systématique de préservatifs, induisant chez les jeunes filles des grossesses précoces. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. Allez, on s'envole pour Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis. C'est là que se tient depuis lundi la semaine africaine du pétrole. Et bien sûr, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est sur place. Thomas Camara est allé à la découverte de la plateforme qui exploitera le gisement pétrolier Baleine, découvert récemment par le groupe ENI, ici en Côte d'Ivoire. L'unité flottante de production et de stockage regagnera bientôt les côtes ivoiriennes. On va suivre le reportage de Jean-Louis Bangbo et Traoré Zakaria, nos envoyés spéciaux sur place. C'est une visite qui s'inscrit dans le prolongement de la découverte du champ pétrolier Baleine du bloc CI-101 au large des côtes ivoiriennes. Le groupe ENI, auteur de cette découverte, a profité de la présence de la délégation ivoirienne à l'Africa Oil Week à Dubaï pour lui faire visiter son navire FPSO, unité flottante de production, de stockage et de déchargement du pétrole, du gaz naturel ou des huiles qui seront produits sur ce champ pétrolier. L'objectif, c'est de faire un développement des ressources que nous avons trouvées dans l'offshore de la Côte d'Ivoire très vite et commencer la production de gaz et d'huile dans le premier semestre de 2023.
plus facile à installer et ne nécessitant pas une infrastructure complexe pour exporter les hydrocarbures, cette plateforme en cours de maintenance au port de Dubaï devrait aider la Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs pétroliers. C'est ce navire qui va d'ici rejoindre la Côte d'Ivoire pour commencer la production et l'exploitation de ce gisement dès 2023. Donc ça va être une première phase qui sera réalisée conformément aux instructions que nous avons reçues du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et donc on va pouvoir respecter cela et produire dès 2023 en attendant de rentrer en régime établi avec une production bien plus grande en 2026. La découverte du groupe Eni au large des côtes ivoiriennes, faut-il le rappeler, porte sur un gisement de 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole et 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Et pour recevoir tout type de navires et un tonnage important de marchandises, il faut que nos ports soient adaptés, donc redimensionnés. C'est justement ce qui a conduit le ministre des Transports cette semaine au port autonome de San Pedro. Amadou Koné y est allé évaluer la mise en œuvre des différents projets dans le cadre de la première phase d'extension et de modernisation du deuxième port de Côte d'Ivoire. Sam Conan, reportage. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé en 2015, lors de sa visite d'État, sa volonté de procéder à l'extension, à la modernisation et au développement du port autonome de San Pedro. Eh bien, les travaux de la première phase ont démarré depuis quelque temps et vont coûter plus de 700 milliards de francs CFA, grâce à un partenariat privé-public. Le ministre des Transports, Amadou Koné, accompagné du ministre Félix Sanoblé, maire de la ville, et du ministre-gouverneur Philippe Légré, est en mission d'évaluation de la mise en œuvre des différents projets. Ce terminal-là, il est quasiment à 81% de taux de réalisation. D'ici la fin de l'année, normalement, nous devrons rentrer en opération commerciale. Pour les autres projets, toutes les conventions ont été signées. Nous sommes en train simplement, avec l'État de Côte d'Ivoire, notamment la dette publique, de finaliser la convention de financement. À partir de là, tout devrait pouvoir être lancé de façon effective. Le ministre des Transports, Amadou Koné, se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. Et je suis venu faire une évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. Je voudrais, au nom du Premier ministre, féliciter le directeur général et tout le personnel, remercier tous les partenaires qui, malgré le contexte économique mondial que nous connaissons, continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire et qui font un travail remarquable. Je repars satisfait. Si tout se passe bien, d'ici 3 ans, nous devrons pouvoir disposer d'un port autonome de San Pedro qui verra ses capacités opérationnelles multipliées par 10. Quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Il y a quelques difficultés liées au financement d'un certain nombre d'aspects. Il y a également quelques difficultés liées à des incompréhensions en ce qui concerne donc des questions foncières. Et le Premier ministre m'a demandé de venir ici pour regarder avec Monsieur le ministre, le maire de San Pedro, Monsieur le ministre gouverneur, comment est-ce que nous pouvons travailler pour que les projets se réalisent sans délai. Avec la réalisation des projets de la première phase, le port autonome de San Pedro traitera 30 millions de tonnes de marchandises par an. Cette question à présent. Quel est le bilan de la mise en œuvre en 2020 de la plateforme Télélias, cette plateforme numérique de transmission électronique des états financiers des entreprises? Pour trouver réponse à la question, le ministre du Budget a reçu cette semaine les parties prenantes, notamment les chefs d'entreprise, les établissements bancaires dont la BCEAO, les établissements de crédit et l'Institut national de la statistique. Alors, quel est le bilan de Télélias? Élément de réponse avec Sephora Zegui. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut national de statistique, la Direction générale des impôts et l'ensemble du contribuable ivoirien autour d'une table. Au menu, l'évaluation de la plateforme numérique de transmission électronique des états financiers des entreprises Télélias.
1 an après sa mise en ligne, les utilisateurs dressent un bilan. C'est une bonne plateforme qui permet de déposer les états financiers donc des entreprises. Dans les premiers moments, il y a eu beaucoup quand même de difficultés sur le fonctionnement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une satisfaction qu'on en tire. Ces difficultés-là? C'était d'abord donc les difficultés donc, de connexion. Et c'était un outil qui était très nouveau, auquel donc, les utilisateurs n'étaient pas familiarisés. Mais au fur et à mesure, donc, ces difficultés-là ont connu quand même donc une amélioration. La mise en place de Télélias, bien qu'étant en progrès, rencontre une faible adhésion des très petites entreprises qui l'utilisent à 31% quand les banques sont à 100% d'utilisation et les PME à 91%. Il est donc impératif pour Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, de présenter une nouvelle fois cet outil aux entreprises. C'est un outil extrêmement structurant. C'est un outil qui doit aider à réduire l'asymétrie d'information, faciliter donc on va dire la vie aux banques pour pouvoir prêter à des entreprises, en particulier celles de taille plus petite. Plus vous avez, on va dire, vous êtes transparent au niveau de l'information, plus les banques peuvent vous accompagner. Et ce que vous ne savez pas, bien souvent, au niveau des petites entreprises, on a d'excellents entrepreneurs, compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent et des résultats nets positifs qu'ils avaient réalisés. Ça veut dire que ce sont de très bons hommes d'affaires. Mais ils ont besoin d'être accompagnés. Mais malheureusement, un établissement de crédit ne peut pas vous accompagner comme ça s'il n'a pas suffisamment d'informations sur vous. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État invite les entreprises à l'utilisation de Télélias, cette application qui permet à tous les contribuables concernés de transmettre en ligne leurs états financiers. Selon Moussa Sanogo, avec Télélias, l'économie ivoirienne renforce sa modernisation en assurant la disponibilité d'informations financières de façon abondante, de qualité et indispensable à la prise de décision. Puis cette autre question, que se passe-t-il à NCA Bank? Depuis plusieurs jours, des informations circulent sur les médias sociaux et même dans la presse. La banque traverserait en ce moment une crise si sérieuse qu'elle aurait même cédé ses actifs immobiliers. Qu'en est-il réellement? Nous avons posé la question à la haute direction de NCA Bank. On écoute. NCA Bank Côte d'Ivoire se porte très bien, ainsi que l'attestent les dernières publications qui ont été faites, qui sont relatives aux performances semestrielles et aux performances du 3e trimestre 2021. Je vais commencer par la situation du siège social, qui est l'élément d'information qui crée le plus d'émoi. Il faut savoir que nous sommes propriétaires du siège social que nous occupons au plateau. Depuis 2012, nous avons engagé un vaste programme de développement du réseau. Ce développement s'est accompagné d'un quasi-doublement des effectifs de la banque. Si je vous dis que les effectifs ont doublé, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'étroit dans les locaux que nous occupons au plateau. Le conseil d'administration a pris conscience de cette situation et a autorisé NCA Bank Côte d'Ivoire à entamer les travaux de construction d'un nouveau siège dans la commune de Cocody, et ce depuis 2019. Ces travaux devraient aboutir à la livraison au cours du second semestre 2022, et c'est en préparation de notre prochain transfert à Cocody que nous avons commencé à rechercher des repreneurs pour le siège du plateau. Quant aux autres biens qui sont évoqués dans les publications auxquelles vous faites référence, il faut savoir que notre établissement a une activité de recouvrement qui consiste à aller rechercher ce qui nous est dû par un certain nombre de débiteurs défaillants. Et dans le cadre de ce recouvrement, nous aboutissons bien souvent à la situation dans laquelle nous devenons propriétaires de biens immobiliers sur lesquels nous avions des hypothèques. Quand nous devenons propriétaires de ces biens, qui ne sont pas liés à notre exploitation directe, nous avons l'obligation de les remettre en vente dans un certain délai. C'est ce que prévoit la réglementation. Et nous ne le faisons pas en cachette, puisque nous procédons régulièrement à des publications dans la presse qui comportent des avis de mise en vente.
Les propos de Léonce Yassé ont été recueillis par Cheikh Koné Aboubacar. Encore une opportunité qui s'offre aux jeunes de Côte d'Ivoire, ceux en tout cas qui ont besoin d'insertion professionnelle. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse vient de signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et le consortium de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Que dit exactement l'accord? Astou Touré Dagnogo était présente à la signature de cet accord de partenariat. 500 jeunes bénéficieront des fruits de ce protocole d'accord de collaboration entre d'un côté le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et de l'autre côté le consortium des entreprises à grande distribution. Ce partenariat public-privé est un projet pilote. Il s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Il s'agit de former ces jeunes précisément à la boucherie, la boulangerie, la distribution des fruits et légumes, la poissonnerie et la charcuterie. La formation va débuter à partir de janvier 2022 et va durer 4 mois. L'école de la deuxième chance est destinée à reconvertir des diplômés sans emploi à partir des formations au métier, afin que ceux-ci puissent trouver du travail ou s'auto-employer. Dans cette perspective, la connaissance des opportunités offertes par les entreprises et des possibilités d'entrepreneuriat, notamment dans des secteurs comme l'agriculture et les domaines connexes, est absolument primordiale. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique attend une forte adhésion des jeunes à ce dispositif innovant qui permettra une insertion professionnelle réussie par l'acquisition d'une qualification professionnelle. Le partenariat entre le secteur public et le secteur privé s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, de renforcer l'apport du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ce dispositif de développement de compétences a un fort impact sur l'employabilité des jeunes. Je ne saurais clore mes propos sans exhorter les jeunes répondant au profil recherché, c'est-à-dire un niveau donc de 3e au moins, et avoir entre 18 et 35 ans, à postuler massivement sur l'ensemble des offres de formation qui seront publiées ce jour. Rappelons que le protocole est prévu pour une durée de 3 ans, renouvelable à l'issue d'une évaluation préalable. Les inscriptions au projet sont reçues sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. Un reportage d'Astou Touré et Djamasso. On va retourner à Yamoussoukro, à quelques 200 km d'Abidjan. Sur place, les DRH de l'administration, représentants du ministère de la fonction publique, sont en séminaire. Ils tentent de répondre à la question « Quelle formation continue pour les fonctionnaires et agents de l'État ?» Au terme des travaux, le plan qui sera mis en œuvre sera proposé au gouvernement. Les précisions de Jeanne Atoubé. De la nécessité de la redynamisation du Conseil de discipline de la fonction publique à l'urgence de réformer le cadre institutionnel de la formation continue des agents de l'État et des fonctionnaires, la volonté est manifeste. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration engage son département dans une dynamique de modernité et de progrès. Nous avons besoin de manuels de procédure. Dès lors, nous pourrons opérer donc, de manière plus sereine cette transformation de notre administration. Nous pourrons donc élaborer des textes ambitieux pour faire en sorte que nos fonctionnaires et agents de l'État travaillent donc à la performance de cette administration. Attente de l'atelier de validation des documents de cadrage de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, responsables des ressources humaines et de la formation, représentants du ministère de la fonction publique et des organisations syndicales, experts et consultants et représentants d'institutions en mission, de produire un document final. C'est un projet de plan national de la formation continue élaboré sous la conduite des experts et des consultants. On a besoin d'outils opérationnels, on a besoin d'outils d'orientation. Et ça, il y avait un vide juridique là-dessus. Les DRH auront en leur main des outils importants d'orientation, mais aussi des outils de gestion, notamment le manuel de procédure qui va venir clarifier le rôle des différents acteurs. C'est déjà une grande avancée. C'est un devoir du fonctionnaire de se faire former. Il est bon qu'il connaisse les préceptes de l'administration. Et puis les missions que le gouvernement s'est assignées afin de pouvoir bien cerner les problèmes.
Relevant l'urgence de ce plan de formation continue des fonctionnaires agents de l'État, le directeur général de la fonction publique indique que la formation continue est pour les fonctionnaires et agents de l'État la voie du développement de leurs compétences et pour l'administration, moyen d'instaurer une culture administrative et l'éthique professionnelle. Au final, une administration performante offrant des services publics de qualité et compétitive. Ce que nous recherchons, c'est une administration capable donc de porter l'ambition du gouvernement et de faire en sorte que nous soyons un pays modèle, que nous soyons un pays au travail, de manière à faire d'eux des agents efficaces, des agents qui nous permettent donc d'atteindre nos objectifs. Le plan national de formation continue des agents de l'État et des fonctionnaires fait partie de la série de réformes engagées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lesquelles intègrent le PND 2021-2025, plan national de développement adopté par le gouvernement pour ce quinquennat. Nous sommes à Yamoussoukro, on y reste encore un moment. C'est aussi là que l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, a organisé son séminaire, rencontre de tous les acteurs qui a permis la mise en place de comités locaux, un moyen envisagé par l'Office en vue d'améliorer la qualité de ses services. On en sait plus avec Kader Sogodogo, RTI Bouaké. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, dans sa mission de se rapprocher des populations pour un service de qualité, installait il y a peu des comités locaux. L'heure est à présent à la mise en route avec un plan d'activité et des moyens conséquents pour redynamiser l'enrôlement et la distribution des cartes d'identité. C'est tout le sens du séminaire de Yamoussoukro qui vient de s'ouvrir. Il s'agit ici d'affiner en tout cas le plan d'action qui a déjà été mis en œuvre avec nos partenaires de corps préfectoral sur le terrain afin de pouvoir accélérer le rythme d'enrôlement et de distribution des cartes nationales d'identité. Donc c'est vraiment un plan d'action un peu plus poussé qui sera mis en œuvre et des actions un peu plus efficaces sur le terrain afin de pouvoir atteindre nos objectifs à fin décembre. Des acteurs conscients de leur rôle dans la réussite des activités de l'ONESI. Tous ceux qui ont fait la demande de la carte nationale d'identité, qui ont leur récépissé d'enrôlement, qui n'ont pas encore reçu la carte, de commencer déjà à collecter leur récépissé, à les acheminer dans nos centres, de telle sorte que quand les cartes seront disponibles, nous allons nous faire fort d'aller vers eux pour leur donner leur carte nationale d'identité. 5 jours, c'est le temps que va durer ce séminaire, avec certainement au bout la réussite totale de la mission de l'ONESI. Un reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. C'est l'heure de parler Covid-19, ce monstre qui a décidé de nous pourrir la vie. Hier encore, le virus a touché 28 personnes. Les cas actifs sont au nombre de 526. Depuis mars 2020, 61 486 malades ont été recensés, mais 700 parmi eux ont perdu le combat contre la maladie. 700 personnes tuées par le coronavirus en Côte d'Ivoire. Les mesures barrières sont toujours d'actualité. Adoptons-les et allons nous faire vacciner. Dans 24 heures exactement, ce sera la fin du signal analogique dans le Grand Abidjan. Dès demain, 13 novembre, la télévision numérique terrestre prend le relais. IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, a donné récemment l'information aux populations. C'était au micro RTI 1 de Serge Collier. Après les régions du Poro, de la Maraoué, du Bélier, des Lacs et du Béquet, c'est au tour de la région d'Abidjan et ses environs d'enregistrer l'extinction du signal analogique. À partir du 13 novembre prochain, le basculement à la télévision numérique terrestre se fera de façon irréversible dans le district d'Abidjan. Avant cette échéance, la direction de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplie les actions de communication, d'information et de sensibilisation auprès des populations. Il y a déjà des localités dans notre pays qui sont déjà à la TNT, mais à Abidjan, à partir du 13 novembre, le système analogique va être totalement arrêté pour passer directement à la TNT. Donc nous sommes venus donner cette information-là aux autorités administratives et coutumières pour qu'elles le propagent aux populations. Nous avons commencé la campagne depuis longtemps, mais il était bon pour nous d'échanger avec les populations. Cette rencontre à la préfecture d'Abidjan concerne les communes du district d'Abidjan. Il y avait un manque d'informations auprès des populations et les échanges ont été très fructueux.
Ça a permis de pouvoir lever plusieurs zones d'ombre, de pouvoir lever les doutes qu'il y avait au sein des populations. Le président du conseil d'administration de la société ivoirienne de télédiffusion, Venance Conan, et ses équipes continuent la campagne de communication et d'information. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut avoir un poste téléviseur aux normes en vigueur et une antenne râteau TNT ou un poste téléviseur hors norme, un décodeur TNT et une antenne râteau TNT. On va refermer ce journal avec cette crise migratoire. Les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné hier jeudi dans une déclaration conjointe une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne. Le texte a été lu à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos convoquée par l'Estonie, la France et l'Irlande. Il est signé par ces trois pays ainsi que par les États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni. Ils accusent la Biélorussie d'envoyer des migrants à la frontière avec la Pologne pour déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne, les pays voisins et détourner l'attention de ses propres violations croissantes des droits humains. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer et à vous la présenter. Ils sont nombreux là-haut. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Et sachez que ce soir, à 20h50, on rendra hommage à Isaïe Biton Coulibaly, grand écrivain de son état qui nous a quittés il y a quelques jours seulement. J'aurai à mes côtés Foi Ernest de Saint-Sauveur et Anzata Ouattara. C'est à ne pas manquer. C'est ce soir, 20h50 sur RTI1.